Ne soyez pas trop dissipés. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cette rencontre exceptionnelle avec le réalisateur Gareth Edwards, qui va me rejoindre dans quelques instants. Mais avant de l'accueillir, de l'applaudir sur scène, je vais vous demander de bien vouloir accueillir celui qui va conduire cette conversation, cette masterclass, le rédacteur en chef du magazine Première, mesdames et messieurs, Gaël Golen. Bonjour. On n'avait pas dit qu'on montait tous les deux ensemble Super. Non, mais bon. Vas-y. Non. Et ben, peut-être que le plus simple, c'est quand même de faire monter tout de suite Gareth Edwards, qui, juste une petite introduction. Alors, réalisateur de 4 films, 4 longs métrages en tout cas, dans l'ordre Monsters en 2010, ensuite Godzilla, Rogue One en 2016 et l'année dernière The Creator. 4 films, sans faute, et puis je crois qu'on peut aussi dire que c'est le seul réalisateur à avoir fait tourner Godzilla et Dark Vador dans ses films. Pour ça, je pense qu'on peut accueillir, he will translate, on peut accueillir Gareth Edwards. Bonjour. That is so strange. They were like, just sit there and pretend nothing weird's happening. You just see a giant picture of yourself on the screen. Like, I'm just here to listen to this guy. I don't know who it is. But... C'est assez étrange de s'asseoir et de faire comme si tout était normal, alors que dans le même temps, il y a une photo géante de votre visage sur l'écran. C'est un petit peu particulier. J'ai commencé en disant 4 films et quasiment un sans faute. Enfin, même pas quasiment, un sans faute. Et surtout, vous êtes le seul réalisateur à avoir fait tourner dans vos films Godzilla et Dark Vador. Comment est-ce qu'on dirige ces deux monstres? Yeah. I mean, the weirdest one was Darth Vader because he was actually there. Like, I mean, Godzilla was there too, but you know, his eye line was so much higher than everybody else. Greg Fraser, who was our DOP, he kept referring to like lighting Darth Vader more like lighting a car because of the helmet and everything. So we had to do loads of tests. And I remember the first time we shot Darth Vader, it was with Ben Mendelsohn, who played Krennic, the guy in the white cape in the film. He was kind of the bad guy in the movie. And Ben is famous in his other roles as being a very intimidating guy. And I was worried the entire time we were filming that Ben was gonna freak out at me and have a big bust up at some point, because it's like working with De Niro or somebody. And so I remember the first day we started shooting Darth Vader, you know, everyone's trying to just stay in the zone and just forget that they're making a Star Wars film. And at some point in the middle of a take, I asked Ben something, and I think I've made him snap. He's like, "Gareth, I need to talk to you." Gareth. I'm like, oh shit. And so he marches me off to the corner of the room, and we stand there, and he's like, come here. I'm like, yeah. And he goes, "It's fucking Darth Vader. We're making a film with Darth fucking Vader." And I was like, yeah, I know. It's amazing. And he's like, yeah. And then we just go back, carry on the scene like nothing happened. Oui, en fait, c'est vrai que c'était très étrange pour moi de filmer Darth Vader, parce qu'on parle de Darth Vader avec Godzilla, mais pour moi vraiment Darth Vader, c'est parce que c'est un personnage qui est tellement incroyable que se l'approprier pour un réalisateur, c'est pas évident. Et donc forcément, il y avait un peu de stress, un peu de tension pour nous, et on m'avait dit que éclairer, en tout cas, c'est vrai que éclairer Darth Vader, l'éclairer, le mettre en scène, le mettre en image, c'est un peu comme éclairer une voiture avec son casque, avec tous ses reflets, etc., ses petites lumières.
lumières à droite à gauche. C'est vraiment un peu comme éclairer une belle voiture. Et la première fois, le premier jour du tournage, je me souviens qu'il y avait dans cette scène également Ben Mendelsohn, le comédien, un comédien qu'on voit souvent dans des rôles qui sont d'ailleurs assez flippants, assez stressants. Il est très impressionnant, très effrayant. Et dans le film, il joue ce personnage avec cette grande cape blanche, donc presque l'inverse, quelque part le négatif de Darth Vader. Et donc, moi, j'avais un petit peu peur que le fait d'être à côté d'un personnage, encore une fois, aussi connu que Darth Vader et de tout ce qu'il transporte avec lui, eh bien, peut-être que ça serait déstabilisant pour Ben Mendelsohn. Il nous dit justement que le premier jour, quand on a commencé à filmer donc la scène avec Darth Vader, eh bien, il a posé des questions à Ben Mendelsohn. Il a vu que tout à coup, Ben Mendelsohn, il y a un truc qui a tilté dans son cerveau. Il a dit à Gareth Edwards, viens, il faut qu'on parle. Donc ils sont dans un coin du studio. Il l'a pris à part, il lui a dit, mais est-ce que tu te rends compte qu'on est en train de filmer avec Darth Vader? C'est un truc, il est devenu un peu fou comme ça. Et puis il était très très excité. Et ils ont finalement fait la séquence. Et puis voilà, ça a été formidable. C'était le résultat qu'on a vu à l'écran. Gareth, on va passer 1h30 en votre compagnie. Je vous propose que, évidemment, on va reparler de Dark Vador et on va reparler de Godzilla. Je vous propose que pendant 1 heure, voilà, on parle ensemble. Et puis après, si le public veut vous poser des questions, il y aura un petit moment pour ça. Et on va partir, on va partir du début. Et c'est un festival qui est international, mais surtout dédié aux films fantastiques. Je voulais savoir quel était votre rapport au genre fantastique. Vous avez fait 4 films qui sont 4 films fantastiques, ou de la SF, ou du fantastique. Je voulais savoir quel était donc votre rapport au genre, et surtout d'où il était, enfin à quel moment il était né en fait ce rapport au genre. Are there other genres? I've heard about these other genres, yeah. I thought there was only fantasy and science fiction. I'm sorry. You can translate. I feel sorry for these people that have to wait like 20 minutes. We can do it anymore. Vous préférez que je traduise à la fin de chaque réponse ou toutes les deux phrases? Toutes les deux phrases. Toutes les deux phrases. All right, okay. So I'm going to cut you later. Okay. Yeah, I grew up with Star Wars. It's an obvious thing to say. I was 2 years old when Star Wars came out. I don't remember it happening. It was just always there. I think the thing that really got me into science fiction storytelling was when I was a kid. I was about 11 years old. Went on a holiday with my parents to the southwest of America. We went to Arizona and we couldn't find a motel. It was the middle of the night, in the middle of the desert. We pulled into this stop. And there was an old television, like a 1960s television where you have to click the channels. And we clicked it round and it landed on the beginning of a Twilight Zone. Oh, I'm sorry, I have to cut you. Yeah. En fait, mon amour pour la guerre, ça remonte en fait, et c'est un peu évident quelque part, c'est sans doute le cas pour beaucoup de gens, à un des premiers films de science-fiction qui m'a marqué et que j'ai aimé, qui est donc La Guerre des Étoiles, Star Wars. Et je crois que je l'ai vu quand j'avais 2 ans, quelque chose comme ça, donc ça remonte vraiment à il y a très longtemps. Et il nous dit, lorsque j'étais enfant, lorsque j'avais 10-11 ans à peu près, je suis parti en vacances avec mes parents dans le sud-ouest des États-Unis, en Arizona pour être précis. Et puis je me rappelle qu'on est arrivé un soir, il était très tard, il faisait nuit, on n'a pas trouvé de motel, puis on a réussi à trouver un tout petit hôtel comme ça dans un coin, on y est allé. Il y avait une télévision qui elle-même était très vieille. C'était le genre de télévision où pour passer d'une chaîne à l'autre, il fallait tourner une molette comme ça, clac, 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 avec l'image qui arrivait comme ça. Et puis on est tombé comme ça, tout à coup, sur un épisode de la 4e dimension. I speak perfect French, by the way. I said this to David before we came in, and he was like, I won't get paid. So, thank you for pretending. I'm very sorry. We're going to have to keep doing this. Il est parfaitement bilingue, mais c'est un festival international. Was I to Twilight Zone? Right, sorry. Yeah, and so there was this amazing, I don't know if you've seen The Twilight Zone, you should I highly recommend you checking it out. But this episode played out that was like really mind-blowing for me as an 11-year-old. It was something from 30 or 40 years earlier. And I was so tired, I fell asleep when it got to the twist ending. Twilight Zone are famous for their twists. And so the next day, as we were driving to the next location, my dad told me the whole story and the ending. And there was something about being a little child and my dad being so enthusiastic about this TV show that it captivated my mind. And I ended up, when I got home, I ended up recording every single
Twilight Zone ever, and I have a funny story. I might as well share it, right? Because we're into funny stories. Ouais, But you translate. Et donc voilà, donc la quatrième dimension, j'ai regardé cette série. Alors, si jamais, j'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup, mais si jamais il y a quelques personnes dans la salle qui n'ont pas encore vu la quatrième dimension, faut vraiment rattraper votre retard, nous dit-il. Et donc cet épisode, il nous dit que ça l'a vraiment marqué, parce qu'il l'a vu il y a 40 ans, mais il s'en rappelle encore parfaitement. Et il se rappelle notamment qu'il avait 10-11 ans, c'était encore un très jeune adolescent, et il était très fatigué. Et donc du coup, il s'est endormi, et il a raté la fin. Et pour ceux qui savent, dans la quatrième dimension, la fin, c'est généralement le twist, le truc qui fait qu'on comprend le reste, c'est que c'est incroyable. Et ça, il l'a raté. Et donc, le jour d'après, il était dans la voiture, et son père, qui était très enthousiaste, eh bien, lui a raconté l'épisode, et lui a raconté la fin, lui a raconté cette histoire. D'ailleurs, il y avait un enfant, il y avait des choses, et c'était tellement incroyable la manière dont il a raconté ça, que nous dit-il, ça m'a vraiment captivé, et c'est resté en moi. Ça a été vraiment le point de départ de beaucoup de choses, et d'ailleurs, nous dit-il, par la suite, il a enregistré religieusement tous les épisodes de la quatrième dimension qu'il a pu attraper à la télévision. Yeah, and so like I think it became an acceptable job because I could see my dad so enthusiastic about this art form, and then I ended up basically recording every single episode on British television. There's like 125 of them. When I went to university, my dad would still record them and send me them, and the problem is they were on Bravo channel at 11:30 at night. At 12 midnight, Bravo would become the adult channel, which was pornography. And so my dad would record the shows and set them recording and go to sleep, right? And then send me these things. Now, the adult channel was scrambled, so you couldn't see anything, right? Because we didn't subscribe to that channel. And so, but my first week in film school, I was like feeling sorry for myself. I was probably a bit homesick, so I put on the Twilight Zone, had the volume up. I ended up falling asleep, and I woke up at 2 a.m. and the last episode had gone into the adult channel, and all that was blasting from my room was and I was like shit, and I was trying to turn it down. And then the next day at film school, I think, do I bring this up? Do I try to address it? But then I look like, do I protest too much kind of thing. And so I just had to take the hit like I was a pervert. Which you are not, obviously. Et donc, voilà, il regardait la quatrième dimension, et le fait que son père en parle de manière si enthousiaste, eh bien, ça lui a fait comprendre que c'était un métier qu'il pourrait faire, un métier acceptable, un métier dont il pourrait être fier auprès de ses parents. Donc, c'était vraiment le point de départ de tout ça. Et puis donc, il a enregistré tous les épisodes sur la télévision britannique, 125 épisodes. Et puis, il nous dit que lorsqu'il est parti à l'université, son père a continué d'enregistrer les épisodes, il lui a envoyé les cassettes. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que les épisodes en question passaient sur une chaîne de télé jusqu'à 23h, enfin à partir de 23h30. C'était des épisodes assez courts, 30-40 minutes à peu près. Et à minuit pile, en fait, la chaîne de télévision en question passait, ça devenait une chaîne de télévision adulte, avec des choses érotiques, voire plus. Vraiment, la jonction se faisait à peu près à minuit. Et parfois, son père, eh bien, il mettait la cassette, il enregistrait, et puis il enregistrait un petit peu plus longtemps. Et le problème, c'est que lui, il est arrivé donc dans une école de cinéma, et il avait emmené les cassettes, et puis le soir, il mettait les cassettes pour regarder la quatrième dimension, avec le volume assez fort, parce qu'il regardait, ça l'intéressait, il était un peu fatigué, et puis il s'endormait. Et puis le problème, c'est que quand il se réveillait, on était déjà 30, 40, 50 minutes dans le film d'après, et il s'est rendu compte que la télévision, dans le dortoir de l'école, eh bien, on entendait très très fort des bruits suggestifs, et qui font que du coup, après lui, forcément, il a arrêté tout de suite, mais il s'est dit, il y a peut-être un problème quand même. Et le lendemain, il ne savait pas quoi faire. Est-ce qu'il fallait qu'il en parle ou pas? Il n'a pas trop osé. Mais comme il y avait tous ces bruits suggestifs qui venaient de sa chambre, et bien voilà, à partir de ce moment-là, officiellement, c'était un pervers dans son école. Vous avez grandi avec Star Wars. On raconte d'ailleurs que vous récitiez par cœur le film dans la voiture, notamment dans les voyages avec vos parents. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui au fond, au-delà de l'enthousiasme d'un enfant pour cette saga qui paraît assez partagée, à quel moment vous vous dites c'est ça que je veux faire, c'est ces films-là, et pourquoi, encore une fois, pour revenir à votre rapport au genre, qu'est-ce qui fonde votre rapport au genre? Qu'est-ce que vous aimez dans le fantastique?
Yeah, I mean, I think when I first, like a lot of people, I guess, in this room, I don't remember seeing Star Wars for the first time. We had a Betamax player at home, and when we got it, the first thing I got was Star Wars. I put it in, and it never came out of that player for most of my childhood. And if anyone had asked me, I knew exactly what I wanted to do with my life at that point. As soon as I saw this film, and it was to join the Rebel Alliance and help defeat Darth Vader. And then eventually, at some point, someone explains to you, or you realize that this is not possible. This thing is a lie, right, called cinema, and it's all made up bullshit. And sorry, I have to cut you. Okay. They asked for it. En fait, je ne me souviens pas exactement de la première fois où j'ai vu La Guerre des Étoiles à l'écran. Je m'en souviens pas, c'était il y a trop longtemps. Par contre, Nudity, je me souviens que le premier magnétoscope qu'on a eu quand j'étais petit, eh bien, c'était un Betamax. Parce qu'il faut savoir qu'en France, on a commencé direct avec le VHS, mais dans les pays anglo-saxons, c'était d'abord le Betamax. Et donc, lorsqu'on a eu Betamax, la toute première cassette Betamax que j'ai eue, c'était La Guerre des Étoiles. Je l'ai mis dans le lecteur, et en fait, la cassette est restée dans le lecteur. Ad vitam aeternam, je l'ai revue et revue et revue encore. Et donc, oui, effectivement, je savais exactement à partir de ce moment-là que mon avenir, ce serait ça. Pas de faire La Guerre des Étoiles, mais de battre Dark Vador, de joindre l'Alliance Rebelle. Voilà, c'est ça que j'allais faire dans ma vie, sauf qu'un jour, on m'a dit que c'était pas possible, parce que c'était de la fiction. Mais ça m'est resté, ça a été le point de départ. And so it felt like, well, the second best option then is I'll become a liar, like George Lucas. And it was like, then there was this really difficult task, like for everybody, is like, how do you become a filmmaker? And I think the reason it's funny, I've only started to understand Star Wars as an adult. As a kid, it just hits you and you just go with it, and it's like this perfect dream. And I feel like as an adult, when you try and understand what storytelling is, why do we tell stories? What the hell is going on there? I ended up discovering that George Lucas was very much influenced by this book called A Hero with a Thousand Faces by Joseph Campbell, and that what, in theory, stories is all stories are actually the same story. All the different myths from all over, the world for thousands of years. If you analyze them, they've all got very common elements. And I believe that, as humans, we can kind of clone ourselves. We sort of are immortal in the sense that we have children and we keep going. The only difference is between your child and the parent is they don't have all of your experience, all of your memories. And so what a story is, like if the body is the hardware, then a story is like the software that you load into the child. And I think that's why when we're children, we're so hungry for stories, like tell us about the time you went over that hill and you defeated the bear and came back with all that food for the village. Like they're the stories we want to hear about, and metaphorically, the Death Star is the bear and the gold medal at the end is the food for the village and things like that. And so I feel like Star Wars was tapping into this very primal need from a child, especially that generation that was starting to grow up not being taken to church, not having religion. It kind of fulfilled this missing, like mythical, important life lessons that stories gave, and it was kind of like the perfect version of that. Donc voilà, thank you. Donc voilà, la deuxième option, la meilleure option qui s'est présentée à moi, je vais essayer de la faire un peu courte, c'était de devenir un menteur comme George Lucas en est devenu un lui-même, de devenir quelqu'un qui raconte des mensonges, qui nous aide à vivre. Et donc la première question qui s'est posée à moi quand j'étais enfant, c'était mais comment on devient réalisateur? Comment on arrive à faire des films et en faire sa vie? Mais pour moi, quand j'étais enfant, c'était vraiment un rêve parfait parce que c'était vraiment un authentique moteur qui me poussait à faire des choses. Et lorsque je suis moi-même devenu adulte, et bien voilà, la question s'est posée de savoir comment je peux faire ça. Et j'ai commencé à faire des recherches et je me suis rendu compte que George Lucas, il a été beaucoup inspiré par la lecture d'un livre qui s'appelle The Hero with a Thousand Faces, donc le héros le héros avec 1000 visages différents. Un livre qui dit qu'en fait toutes les histoires que l'on voit, que l'on revoit dans les livres, dans les films, dans les contes, dans les pièces de théâtre, eh bien quelque part il y a finalement très peu d'histoires qui sont des histoires
primales, les histoires de base, qui sont ensuite adaptées en changeant des choses, en changeant les époques, en changeant les personnages, mais que c'est toujours un peu les mêmes histoires qu'on voit et qu'on revoit encore et encore. Et on sait tous évidemment que George Lucas s'est inspiré d'un film japonais, etc. etc. Et quelque part, il y a beaucoup d'éléments qui sont communs à toutes ces histoires, et moi ça m'a beaucoup intéressé parce que, en tant qu'être humain, nous dit-il, eh bien j'ai l'impression qu'on peut accéder à l'immortalité tout simplement en faisant passer notre patrimoine, nos souvenirs, nos expériences à nos enfants. Et nos enfants finalement contribuent à perpétuer notre lignée. La seule chose qui nous différencie de nos enfants, si jamais on parle de clonage par exemple, eh bien c'est qu'ils n'ont pas notre expérience. Ils n'ont pas notre mémoire, nos souvenirs. Et nous dit-il, Gareth prend une image, fait une image, une métaphore. Si notre corps, c'est le matériel, le hardware, alors le logiciel, eh bien, c'est nos souvenirs, c'est notre expérience. Et c'est ça qui l'intéressait par rapport à tous les films qu'il a fait depuis. Cette histoire, par exemple, primale, on peut imaginer, il y a des millénaires, un homme qui est parti tout en haut de la montagne, qui s'est battu contre un ours, et puis qui ensuite est revenu avec toute la viande de l'ours pour la donner au village et leur donner à manger et leur permettre de continuer leur lignée. Et bien, quelque part, c'est exactement ça. Alors lorsqu'on voit la guerre des étoiles, on peut s'imaginer que l'étoile de la mort, c'est l'ours, et que la médaille que les personnages principaux ramènent avec eux à la fin, eh bien, c'est la nourriture qui permet de continuer la lignée. Et aujourd'hui, il nous dit, c'est quelque chose d'important dans une époque où il n'y a plus les églises, la religion, ce genre de choses qui pouvaient nous apporter quelque chose, en tout cas un soutien. On n'a plus vraiment ça. Eh bien, les leçons de vie, on les a grâce à ces histoires, à ces contes qu'on se raconte les uns les autres et qui aujourd'hui deviennent les films qu'on voit sur les écrans. Avant de devenir un menteur professionnel à Hollywood, vous avez... D'abord, il faut peut-être rappeler que vous êtes anglais et vous avez fait une faculté d'art en Angleterre et vous avez travaillé au début dans les créations d'effets visuels pour des docu-fictions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cette expérience a été essentielle dans votre parcours ultérieur? Ce que vous faisiez, what did you do? Well, like, you know, I didn't want to do visual effects. I wanted to be a film director, and I followed I looked at people like Steven Spielberg's career, and like, what did they do? And I tried to kind of copy, like, go to film school, make a film, and then they sent their film to Hollywood, and Hollywood called them and said, we want to give you a contract to make movies. And I sent my film to Hollywood, and I just got a very polite rejection letter. En fait, au départ, je voulais pas faire des effets spéciaux moi-même. Beaucoup plus fort. Je voulais pas faire des effets spéciaux moi-même, c'était pas mon rêve. Mais mon rêve, c'était de faire des films. Alors, je me suis renseigné, nous dit Gareth. J'ai regardé, par exemple, Steven Spielberg. Comment est-ce qu'il a fait pour faire des films? Comment est-ce qu'il est entré dans le métier? Et il a vu que Spielberg, ce qu'il faisait, il faisait des petits courts-métrages au début de sa carrière, des tout petits trucs, des petits films comme ça. Et puis, il les a empaquetés, il les a envoyés des studios. Et les studios ont appelé Steven Spielberg en lui disant, on voudrait que vous fassiez un film. Alors, il a décidé de faire pareil. Il a fait un petit film comme ça, il l'a envoyé au studio. Mais lui, par contre, ce qu'il a reçu, c'est une lettre très gentille, très polie, une belle lettre pour lui dire non, on n'est pas intéressé. Why are you laughing? And so it's like, shit, what do you do? What do you do? And my flatmate at university was studying this brand new thing called computer animation, and Jurassic Park had just come out in the cinema when I started film school. And so I bought a computer and I started learning that, and I would try little experiments, like basically putting robots on my parents' driveway and dinosaurs in my bedroom, silly things, and then I would put it right at the end of my showreel, my directing showreel, and every job I went for, I would show them this showreel thinking I'm going to get a directing job, and they would go, yeah, and then they would see the robots and go, oh my god, how did you do this? And I'd say, oh, it's just on a home computer, it's just Windows 95. Wait, hang on, we're paying millions to do this in Soho. You can't do this on Windows 95. Yes, you can. There it is. And so then I would get offered jobs doing visual effects. And it's a weird thing because from a filmmaker's point of view, when someone watches your work and says, you know, gets to the end of it and then says, oh my god, how did they're amazing visual effects. It always feels like being an actress and you do this great performance and someone says,
you got really nice breasts. and so I felt like no one takes me seriously. You can translate that. Et donc voilà, je me suis dit, ah merde, mais comment je vais faire pour rentrer dans le milieu, dans le métier? Et il se rappelait à ce moment-là, en fait, qu'il avait un roommate, un flatmate, I forget that. Not boyfriend. Oui, merci, colocataire. J'avais un colocataire qui était avec moi et qui, lui, à cette époque-là, eh bien, il était en train d'étudier justement le début des effets spéciaux qui étaient faits par ordinateur, parce que c'était à l'époque, c'était vers 93, 94, Jurassic Park venait de sortir, donc c'était les tout débuts des effets spéciaux par ordinateur. Et lui, c'était donc son colocataire, c'était ce qu'il était en train d'étudier. Alors il s'est dit, mais voilà l'idée, c'est ça que je vais faire. Donc il s'est acheté un ordinateur, mais pas un Silicon Graphics, un ordinateur normal avec Windows 95 dessus, et il s'est dit, voilà, je vais faire mes premiers effets spéciaux avec ça. Et donc il a fait quelques trucs avec des robots qui plaçaient près du garage de la voiture de ses parents, des dinosaures dans sa chambre, des trucs comme ça, des petits effets spéciaux. Et donc il avait fait évidemment d'autres séquences de films dans ses études qui étaient plus classiques, et il a fait ce qu'on appelle donc un showreel, c'est-à-dire une petite succession de bandes vidéo qu'il avait fait pour pouvoir essayer de trouver du travail, et à la fin donc des plans classiques, et à la fin il mettait les petits effets spéciaux avec les robots, les dinosaures et trucs comme ça. Et donc il les faisait voir à des employeurs potentiels, et ils regardaient, ils disaient ouais c'est pas mal, d'accord, ok. Et quand ils arrivaient à la toute fin, les dernières minutes avec ces fameux petits effets spéciaux, ils étaient tout à coup, ils bondissaient de leur siège, ils disaient oh là, comment t'as fait ça? Parce qu'eux ils disaient mais attendez, mais nous ça nous coûte, on peut faire ça mais ça nous coûte des millions, comment vous avez fait ça? Et lui a dit bah ça je l'ai fait avec un petit ordinateur et Windows 95. Et ils n'en sont pas revenus. Et c'est comme ça qu'il a réussi à mettre un pied dans la porte. Mais quelque part, il nous dit, il se sentait mal, parce que quand on vient, qu'on a fait plein de séquences vidéo classiques, et les petits effets spéciaux à la fin, et qu'on vous dit, oh, les effets spéciaux sont géniaux, il nous dit qu'il se sentait un peu comme une comédienne, par exemple, à qui le réalisateur dit, oh, tu as de très très belles paires de seins. C'est-à-dire que quelque part, il avait l'impression qu'on ne prenait pas au sérieux, et que les gens s'intéressaient à quelque chose qui n'était pas vraiment ce sur quoi il aurait voulu être pris au sérieux lui-même. Et donc vous faites des docu-fictions pendant quelques années. Et à un moment donné, on reviendra sur le court-métrage Factory Farm qui est très intéressant dans votre carrière. Et à un moment donné, arrive Monsters, un film donc de 2010, avec sans doute une des équipes techniques les plus réduites de l'histoire hollywoodienne, puisque vous étiez 5. Et 2 acteurs. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né ce film et surtout son tournage un peu rocambolesque? Yeah, it's hard to explain, but I think there's so many times in life where you have a plan and then life comes along and destroys the plan, right? And so I felt I was doing visual effects. Somehow I'm going to use visual effects to kind of cheat to get myself directing a movie or whatever. And for the longest time it was like whatever I would film I would have to shoot on a video camera, and so it would look cheap. It would not look like cinema, like film. It would look like home movie. And so I thought, I know what I'll do. I'll make like a documentary, like found footage, like Blair Witch, but with science fiction, right? And so I had this whole pitch. I worked out the whole idea, and it was an alien invasion thing. It was all like found footage, and I was really excited, ready to go. When I just finished it, a friend sent me a trailer for a new film called Cloverfield. Oh yeah. C'est vrai que c'est assez difficile à expliquer, nous dit-il, parce que très souvent dans la vie, on a un plan, on se dit voilà, je vais faire ça, tout ça, etc. On a un plan qui est tout tracé, et puis la vie vient pour tout foutre en l'air, et finalement on ne sait plus exactement quoi faire. Et il nous dit que lorsqu'il s'est intéressé aux effets spéciaux, c'était quelque part, encore une fois, juste un moyen détourné pour réaliser des films, pour devenir réalisateur. Pour lui, le tout départ, c'était ça. C'était pas une fin en soi, mais c'était le passage obligé. Mais c'est vrai qu'à l'époque, donc on parle de la fin des années 90, eh bien les caméras vidéo auxquelles les gens, le commun des mortels avait accès, c'était des caméras vidéo, avec un rendu vraiment vidéo. Et le rendu vraiment vidéo, quand on tourne des choses avec, eh bien
ça ressemble pas à du cinéma vraiment. C'est-à-dire que ça ressemble à de la télévision, à des choses comme ça. Et donc, il a essayé de trouver un moyen détourné de se servir de cette contrainte comme d'une force. Et donc, il a décidé, tout à coup, il s'est dit, voilà ce que je vais faire. Je vais faire comme si c'était une caméra qu'on avait trouvée par terre. Donc, voilà, des images qui ont été filmées par des amateurs. Et je vais me servir de ça, de filmer un film, de faire un film de science-fiction, mais filmé par un amateur avec une petite caméra. Voilà, c'est ça que je vais faire. Et donc, il a commencé à filmer une histoire comme ça, une histoire d'invasion, d'aliens, d'extraterrestres, avec sa caméra, et puis il était trop content, il a fait un super truc et tout, et pile au moment où il avait terminé ça, eh bien un ami lui a fait voir la bande-annonce de Cloverfield. Damn J.J. Abrams. Et du coup, comment est-ce que vous changez votre fusil d'épaule? Qu'est-ce qui se passe? Vous réécrivez tout? So someone had this really brilliant idea of how to make a video camera look like film, and it was basically, you know, when you look through an SLR camera, if you've ever picked up a film camera, when you lightly press the button, you see a glimpse of what it's going to look like in the final picture, where it has this narrow depth of field, and it feels very much like watching a movie. And someone said, well, why don't we just connect a video camera to the viewfinder and have and film that? And so this weird device got invented, and only about 10 of them existed, and I bought one instantly, and the weekend it arrived it just so happened was this 48-hour film challenge where you have to make a film in 2 days, and I was like, I'm going to test this equipment that weekend, let's do it. So I did this competition, and it was very organic. We couldn't plan anything because you had to make it up on the spot, which we did, and at the end of that 48 hours, I was kind of more proud of those 2 days' work than I was the last 10 years of my career. And so I basically showed this to a production company in the UK that made very, very cheap films. And they were like, how much did this cost you? And I said, it's about £100. And they were like, but it looks like film. And I was like, yeah. And they said, so you could make a movie for like a few £1,000s, you know? And I was like, yeah. And they were like, okay, and they gave me the money, and 3 months later, we were in Mexico shooting Monsters. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait quelqu'un, tout à coup, qui a eu une idée absolument incroyable. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ça, sans doute. Quand vous avez un appareil photo, un gros appareil photo numérique, on regarde dans le viseur, et puis c'est vrai que l'image n'est pas extraordinaire, hein, c'est très pixelisé, c'est pas très beau. Mais quand on appuie légèrement sur le bouton, un quart de seconde, tout à coup, on voit ce que va être le résultat final, c'est-à-dire la photo finale. Et là, tout à coup, juste en poussant un tout petit peu le doigt dessus, eh bien l'image est super belle, ça change, les couleurs sont parfaites, on voit plus les pixels, c'est super. Et là, quelqu'un donc s'est dit un jour, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est tout simplement connecter le rendu, quand on appuie donc un petit peu le doigt dessus, sur un enregistreur vidéo. Et comme ça, on aura directement un rendu presque cinématographique, en tout cas vraiment très propre, de ce qu'on pourrait filmer si c'était une caméra. Et c'est ce qui a été fait, c'est ce qui s'est acheté directement, et il a acheté ça. Et ensuite, il a participé à un concours. Le concours, il fallait faire un film le plus rapidement possible, c'est-à-dire faire un court-métrage en 2 jours seulement. Donc voilà, il a fait son court-métrage en 2 jours, et le rendu a été quelque chose qui, nous dit-il, il en a été encore plus fier de ce qu'il a fait pendant ces 2 jours que lors des 10 années précédentes dans sa carrière. Donc il était vraiment très très content de ce qu'il a fait ce jour-là. Et puis il l'a envoyé à une compagnie de production. Et lorsque la compagnie de production a regardé ça, ils ont dit, mais combien ça vous a coûté? Et il a dit 100 livres sterling, donc vraiment pas beaucoup. Et ils en sont parvenus. Et donc ils ont dit, mais vous voulez dire qu'avec 1000 ou 2000 livres sterling, vous pouvez faire un film entier? Oui. Et c'est ce qui s'est passé. La société de production lui a donné de l'argent, et il a pu commencer à travailler sur Monsters. Monsters est un film intéressant parce que c'est à la fois un film de monstres, mais c'est surtout une histoire d'amour et un voyage. Quand on essaye de voir les influences du film, on voit autant Spielberg, en fait, notamment Close Encounter, enfin Rencontre du troisième type, que Peter Watkins pour ses docu-fictions, ou même Apocalypse Now. Comment est-ce que vous avez envisagé, justement, qu'est-ce que c'était le pitch, en fait, de votre film quand vous partez au Mexique? Peter Watkins, well spotted. He was an influence, yeah. Pour le style quasi le film a un côté, pour ceux qui ne l'ont pas vu, le film a un côté quasi documentaire, et en plus le personnage principal est un photoreporter. Donc effectivement, on pense beaucoup aux films naturalistes, on va dire, des années 70.
Yeah, I mean, basically, I couldn't show the creature, the monsters, the aliens all the time because I was doing the visual effects myself. The final version of the film had 250 visual effects that I had to do from my bedroom. I only got paid $25,000, so damn them. Yeah, I'm not doing that again. And so yeah, basically the films that were an inspiration, I actually started. I studied Lost in Translation and Brief Encounter, the British film, David Lean. And it was really interesting because I basically watched both of those movies and I wrote down all the beats of the story between. They're basically, you know, for anyone who hasn't seen them, you've all seen Lost in Translation. But I wrote down the beats of that love story and they were identical. And all the same beats happened at all the same time. And then I started watching things like African Queen and other sort of like antagonistic love stories. And they're all, just like A Hero with a Thousand Faces, they all conform to the same beats. And so then I just took those beats and I put them into my story with these two people. And yeah, and it was really interesting because the first cut of the movie was about 5 hours. And by the time we finished, about 8 months later, we got it down to 90 minutes. And all those beats were in exactly the same minutes as the other movies. And it's something, as much as you like to think you create a film or a story, you don't really. You kind of discover it, like it's something in everybody. The reason it affects people is because they have it inside them too. And you're trying to find it, like scraping away at a carving, you know, to reveal something that's already there. So it's I feel like storytelling is it's not something you create. It's something like no one, like, you know, if you play on a guitar, if you're a musician, you try to find the melody that affects you. And the reason it affects you is out of your control. And it's probably the same in everybody else. And I think it's the same in films where you can't really take credit. The idea of having copyright on a movie or on a story feels absurd to me because it's everybody. Sorry, sometimes I black out. En fait, le truc, c'est que dans mon film, je pouvais pas, nous dit-il, faire voir le monstre parce que c'est moi qui faisais les effets spéciaux. Je pouvais pas trop faire voir le monstre, mais dans le film, il y a quand même 250 plans truqués que j'ai fait dans ma chambre, sur mon ordinateur, et j'ai été, gagné $25,000 avec ça, mais c'était énormément de travail et le résultat n'était pas toujours. Il a fallu que je joue avec les contraintes de ce que j'étais en train de faire. Donc, je pouvais pas tout le temps faire voir le monstre. Donc, je me suis intéressé à l'histoire d'amour. Et pour ce faire, je me suis inspiré. J'ai regardé notamment plusieurs films avec des histoires d'amour et je me suis rendu compte de quelque chose. J'ai notamment regardé le film Lost in Translation de Sofia Coppola et Brief Encounter, un film de David Lean, right? Yeah, un film de David Lean, un film britannique de David Lean, et je me suis rendu compte que ces deux films étant quand même très différents l'un de l'autre, c'était deux histoires d'amour avec des antagonistes, des personnages qui ont du mal à se trouver, et il s'est rendu compte, en fait, avec un petit chronomètre, que tous les moments importants, les points de rupture dans l'histoire, les événements importants arrivaient au même moment de l'histoire. Le timing était toujours le même, quelque part. Alors, ça l'a intrigué, il a commencé à regarder d'autres films. Queen, what was the other film? African Queen. African Queen. Et il s'est rendu compte, encore une fois, que c'était la même chose qui se passait. Il a commencé à écrire son film. La première version du film, d'ailleurs, faisait 5 heures, avant qu'il commence vraiment à tailler dans le gras du film. Et quand il a vraiment fait un montage plus resserré de 90 minutes, il s'est rendu compte, sans faire exprès, que les moments importants, eh bien, de nouveau, étaient synchrones avec ce qu'il avait pu voir dans Lost in Translation et d'autres films. Donc, encore une fois, pour souligner l'universalité de l'histoire qui était racontée et revenir à ce dont il parlait tout à l'heure avec le livre Heroes with a Thousand Faces. Et donc, quelque part, il dit, lorsqu'on se dit qu'on crée un film, c'est une création complètement personnelle, pas vraiment, parce qu'il nous dit que quelque part, il pense, en tout cas pour lui sa théorie, c'est qu'il y a un matériau qui est commun à tous, qui est compris par tous, et ensuite on se l'approprie, mais de manière absolument non réfléchie,
eh bien, on retombe toujours sur nos pieds d'une manière ou d'une autre, de manière à ce que toutes ces histoires soient en fait sur le même principe. Et il nous dit que lorsqu'on joue de la guitare, par exemple aujourd'hui, quelqu'un qui prend une guitare, qui joue de la guitare, il va finir par trouver un rythme qui lui est propre, qui lui parle à lui. Mais c'est pas vraiment de la création, c'est également quelque chose qui est venu de l'expérience, de l'écoute de tellement de musique, de choses que, encore une fois, ça devient universel. Et c'est toujours un peu les mêmes choses qui finissent par revenir dans toutes les histoires. Et c'est pour ça aussi qu'il nous dit, pour terminer, que lorsqu'on parle du copyright d'une histoire, du copyright d'un film, ça fait un peu rigoler parce qu'il n'y croit pas plus que ça. Quand on voit Monsters, notamment avec ses visions du mur qui sépare les États-Unis du Mexique, quand on pense à Godzilla et cette fable sur le danger nucléaire, ou même la tech, puisque ça se passe à San Francisco, quand on voit aussi Rogue One et cette apologie de la rébellion et de la révolte humaine contre des tyrannies, et évidemment encore plus dans The Creator, on en a parlé la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Je m'étais dit, ok, Gareth Edwards c'est un cinéaste politique. Or, une des premières choses que vous m'avez dit, c'est je ne fais pas de politique. Donc, soit j'ai tout faux, soit on n'est pas d'accord sur le terme de politique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, et peut-être à partir de Monsters justement, quelle est votre vision de ce message politique qui apparaît quand même dans vos 4 longs métrages? Yeah, I don't feel like I'm political. But I am very interested in finding the metaphor or the more like timeless allegory of the story that you're telling. And whatever era you tell it in, it might seem like, oh, you're trying to make a comment on this. And it's like, if you had made it 10 years earlier, they'd be picking a different political thing that you're talking about. And so it's never like a specific political problem, but it's more like the problem with human beings and the world and the way we always repeat the same issues. Like they never go away. Like in The Creator, people were saying, oh, you're trying to make a comment on the Ukraine. And it's like, no, we were making, I wrote that film 2 years before the invasion of the Ukraine. But whatever time it came out, there would be some conflict. What was very interesting actually when we were doing The Creator is there's a scene, I'm not spoiling it for people, have they seen, has it been shown yet? Okay. No, yeah. It doesn't, okay, so it doesn't spoil it anyway. So there's a big scene with these giant tanks, there's a big battle scene with these tanks. And we were filming in Thailand, and we ended up filming that day where we were doing the tank invasion was the same day that Russia invaded the Ukraine. And we were watching on our phones all these tanks going into these towns, and then we had to go and shoot that day the same thing. And what was really weird was we needed Western-looking faces, and we were filming in Thailand, and the only expat community in Thailand is Russian and Ukrainian. So basically on set we had Russians and Ukrainian guys dressed up as soldiers fighting on the same team in our movie. And during the lunch break, you know, we'd sit down, everyone's exhausted, and you'd watch them, and they're chatting to each other, and they're laughing, and they're joking. And you kind of think, yeah, see, like when you get to know people, we get along. You know what I mean? It's only when we're kept apart, and you never actually end up in an experience with them, that you fear them, or you think badly of them. And I think that was the metaphor, that was the analogy, the politics of that movie. En fait, je ne pense pas, il faut que j'arrête de dire en fait, je ne pense pas faire des films politiques, en tout cas avec un message politique, le dit Gareth Edwards. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce sont les métaphores, la métaphore, l'allégorie également, qui n'est pas vraiment ancrée dans une temporalité réelle, mais simplement les allégories, les choses qui reviennent tout le temps dans les histoires que l'on se raconte. Et c'est vrai que parfois on me dit, oh, quand on voit un de mes films, oh, vous avez voulu faire un commentaire sur telle ou telle situation très actuelle. Mais c'est pas vrai. Enfin, en tout cas, lui, de son point de vue, nous dit qu'il traite plutôt de problèmes qui sont plus généraux, plus intemporels, plus universels, des problèmes avec les êtres humains, des problèmes avec le monde qui reviennent et reviennent sans cesse. On m'a dit par exemple avec le créateur que j'ai voulu faire un commentaire sur la guerre en Ukraine, ce qui n'est pas vrai parce que, me dit-il, j'ai écrit le film 2 ans avant le début de la guerre en Ukraine. Donc c'est pas ça, mais il nous parle notamment d'une expérience qu'il a eue sur le tournage du film. Vous vous rappelez sans doute, pour ceux qui ont vu donc The Creator, de cette bataille avec les
tanks, cette grande bataille que l'on voit dans le film, cette séquence a été filmée en Thaïlande. C'était le même jour, en fait, le jour où ils ont décidé de filmer cette séquence-là, c'était exactement le même jour où l'armée russe est entrée, donc le tout début de la guerre, en Ukraine. Et il nous dit que c'était très impressionnant parce que nous, on avait besoin pour le film, c'était tourné en Thaïlande, on avait besoin de visages occidentaux. Et on a regardé donc les images de ce qui se passait, on était impressionnés et on cherchait donc des comédiens avec des visages occidentaux pour ces séquences-là. Et il se trouve qu'en Thaïlande, là où on était, eh bien, la communauté d'expatriés la plus importante, c'était des Russes et des Ukrainiens. Donc on a employé des extras russes et ukrainiens sur le plateau de tournage, et puis on a joué avec eux, et on s'est rendu compte qu'en fait, ils se parlaient entre eux, ils discutaient entre eux, ils blaguaient entre eux, ils riaient entre eux, et c'est là qu'on s'est rendu compte que quelque part, c'est encore une fois, bien sûr, quelque chose qu'on peut toujours se dire, mais là, il a vraiment vécu en direct. Lorsqu'ils apprennent à se connaître, à discuter, et qu'il n'y a plus cette distance idiote qu'il peut y avoir entre les deux pays, les deux cultures, eh bien, ils ont énormément en commun, et ils s'entendent très très bien, et tout ça est absolument absurde. Quand Monster sort, donc c'est un énorme succès, vous l'avez réalisé pour 500 000 $, pardon. On est en 2010 et c'est l'époque où en fait éclot toute une génération de cinéastes qui ont un peu votre pédigré, on va dire. Il y a Neil Blomkamp qui vient de sortir District 9, il y a Bayona, Juan Antonio Bayona qu'on connaît bien à ce festival, qui a sorti L'Orphelinat en 2008. Il y a Duncan Jones qui vient de sortir Moon. Est-ce que vous voyez des similarités avec ces cinéastes et qu'est-ce que représente cette génération d'artistes? Yeah, I would not put myself on the same level as those amazing filmmakers, but I think we all came through. We were all inspired by the same films. You know, whether it be James Cameron, Steven Spielberg, George Lucas, and everybody else like Scorsese, but there was like a childhood era of fantastic and sci-fi movies that we all grew up with. And then there was like how you just couldn't get a job, you know, directing films. It wasn't possible. So everyone goes their own little route. And I think, I remember seeing Neil Blomkamp short on the internet and thinking, fuck, this guy's really good. I'm fucked. Bon, pour commencer, je voudrais dire que, nous dit-il, que je ne me considère pas du tout un égal des réalisateurs que vous avez cités. Pour moi, à mon sens, on n'est pas sur le même niveau, ils sont quand même largement au-dessus. Mais je crois que le point commun, c'est tout simplement le fait qu'on ait tous été inspirés par les mêmes réalisateurs, par les mêmes images, les images de Cameron, de Scorsese, de George Lucas et de bien d'autres. C'est avec ces réalisateurs-là et avec leurs films qu'on a tous grandi, eux et moi. Donc ça, c'est un vrai point commun. Il faut savoir que tous ces gens-là, donc moi inclus, hein, comme il le disait tout à l'heure, eh bien, on voulait vraiment faire ça, mais on ne savait pas comment faire, parce qu'il n'y avait pas vraiment de chemin tout tracé, d'explication comment faire pour être un de leurs égaux. Donc c'est la raison pour laquelle on a tous un chemin différent. On est tous arrivés à ce niveau-là d'une manière, d'un chemin détourné, etc. etc. Mais il nous dit que quand même, il se rappelle particulièrement avoir été vraiment marqué par un court-métrage de Neil Blomkamp. Vous parliez tout à l'heure de District 9, et quand j'ai vu ce court-métrage de Neil Blomkamp, ça m'a impressionné. It felt like in the 2000s when I finished film school and everybody was breaking into being a film director through doing music videos and commercials, like Chris Cunningham and Jonathan Glazer, and it felt like that's where that's the way in, right? That's the how you unpick the lock. And I tried. I did a music video, and I couldn't get a job. Like it just didn't work. Everything I tried, it was not happening. And then I feel like I'm kind of lucky. I think every generation has something unique in their generation that is the way in. And for me and the people I think you were talking about, it feels retrospectively like it was being able to make things look way bigger than they cost using digital technology. And that wouldn't have happened 10 years earlier. That wasn't possible. And so for me, it felt like I can now say I was born in a good time, but whilst I was trying,
it felt like this has all gone very wrong, and I've wasted my life. I really thought I really wanted to be a film director, and I was 35 before I made my first film. And I kept looking at IMDb, which I do not recommend, and doing the maths on how old all my heroes were when they made their first film. And everybody was like 25, you know, some were younger, but thank God for Ridley Scott, because he was like nearly 40 when he made his first film. So it was like, it gave me hope. Et vers les années 2000 à peu près, lorsque j'ai eu terminé mon école de cinéma, eh bien c'était à cette époque-là, il y a eu beaucoup de réalisateurs qui tout à coup sont apparus, des gens comme Chris Cunningham, comme Jonathan Glazer, qui sont devenus très très connus avec leurs vidéoclips, des vidéoclips tout à fait impressionnants visuellement. Et c'était quelque part le pied dans la porte pour ces gens-là. C'est comme ça qu'ils ont réussi à rentrer, à se faire connaître et à rentrer dans le milieu du cinéma. Et il nous dit, moi à cette époque-là, je me suis dit, je vais essayer. Donc j'ai fait des petites vidéos comme ça, des clips pour des groupes, pour des chanteurs, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout. Je me suis dit, c'est pas possible. J'ai vraiment pas de chance. Il y a un truc quoi. Mais il s'est rendu compte aussi que chaque génération de réalisateurs en fait a quelque chose, un avantage qui n'existait pas avant et qui ne s'est pas reproduit après. Et pour lui, pour sa génération, la chance qu'il a eue, eh bien, c'était d'avoir tout à coup la possibilité technique, au niveau du matériel, de faire, avec du matos pas cher, cheap, etc., de faire que tout à coup, ça a l'air d'avoir été fait avec du matériel incroyable, beaucoup d'argent, des effets spéciaux, alors qu'en fait, pas du tout. Donc les petites combines qui permettaient de faire d'un truc à 50 francs, que ça ressemble à un truc à 5000 francs. Et ça a été pour lui une véritable chance, mais ça a pris du temps. Et il nous dit que lui, il s'est très très souvent dit à cette époque-là, j'ai foutu ma vie en l'air, j'ai perdu trop de temps, ça sert à rien, je vais nulle part. Faut savoir que quand il a fait son premier film, il avait déjà 35 ans. Et il nous dit que ce qui le déprime, et d'ailleurs il le déconseille à quiconque, c'est quand il a été sur IMDb, qu'il a regardé à quel âge tous les réalisateurs qu'il admire le plus, à quel âge ils ont fait leur premier film. Et il voit que c'était 25 ans, 26 ans, parfois même encore plus jeune. Et il se dit, oh là là, j'ai perdu vraiment énormément de temps. Mais heureusement, gloire à Ridley Scott, qui lui a réalisé son premier film à 40 ans, donc tout est possible. On raconte que, on va passer en 2014, vous faites Godzilla, on raconte, et vous allez nous dire si c'est vrai ou pas, que Quentin Tarantino a pleuré pendant les 20 premières minutes du film. Est-ce que c'est vrai? I heard this. I like the idea that it's true. Let's just say it's true, yeah? J'en ai entendu parler, on va dire que c'est vrai. Actually, Tarantino is a big hero of mine. I saw Reservoir Dogs 7 times at the cinema, and I went to a fantastic film festival in England. A friend of mine went, and he called me up, and he's like, Gareth, you've got to come to, it was Nottingham Shots in the Dark Film Festival, and he was like, you've got to come. Quentin Tarantino is here. I've spoke to him in the lobby. He's hanging out the whole film festival. So I drive up and got him to sign my poster, Reservoir Dogs poster, and he signed it to Mr. To Mr. Purple, aka Gareth, right? Which is a reference from the movie. And then we got to watch a film called La Samurai, and there was 2 seats available, and it was right next to Tarantino, and we dived, like trying to be the person that could sit next to him. And he was like, have you seen this film? And we were like, no. And he's like, oh, you're going to love it. And he spent the movie watching our reactions. And so we like overreacted the whole movie, like, oh my God, it's amazing. And I left thinking, and that poster stayed on my wall for like 15 years. And I was like, if I ever get to meet him, I'm going to tell him this story. Like if I ever get to be a film director, I'll tell him this story. Should I carry on? Alors oui, donc j'ai entendu parler de cette histoire, on va dire que c'est vrai. Il faut savoir que Quentin Tarantino est un héros, a toujours été un héros pour moi. J'ai vu 7 fois Reservoir Dogs au cinéma, et un jour, il y a eu un festival de cinéma en Angleterre, c'était le festival de Nottingham Shots in the Dark, et un ami à moi était au festival, et il m'a appelé, il m'a dit, écoute, tu vas pas y croire, il faut absolument que tu viennes. Quentin Tarantino est là, il est au festival, je viens juste de lui parler, il faut absolument que tu viennes. Alors il est monté dans sa voiture, il a foncé,
Et il a rencontré Quentin Tarantino, et il lui a fait dédicacer le poster de Reservoir Dogs. Quentin Tarantino a signé pour Mr. Purple, également connu sous le nom de Gareth Edwards. Et pour lui, voilà, c'était absolument fantastique. Et puis après, il est allé voir un film de samouraï, et il a vu qu'il y avait 2 sièges libres, lui et son ami ont vu qu'il y avait 2 sièges libres à côté de Quentin Tarantino lui-même. Donc forcément, ils ont foncé sur les sièges, et ils ont regardé le film ensemble, et au tout début du film, Quentin Tarantino leur a demandé « Est-ce que vous avez vu ce film-là » « Non, pas encore. »« Ah, vous allez voir, vous allez adorer. » Et en fait, pendant tout le film, Quentin Tarantino ne regardait pas le film, il les regardait eux, pour voir quelles étaient leurs réactions. Alors évidemment, ils ont exagéré les réactions au maximum. « Oh, c'est incroyable, c'est extraordinaire !» Et ça a été quelque chose de tout à fait important pour lui, à tel point que le fameux poster signé de Reservoir Dogs est resté accroché 15 ans sur son mur, et qu'il s'est promis d'en rediscuter avec Quentin Tarantino si lui-même un jour allait devenir réalisateur. And then made Monsters, and it got into a major film festival. And it was our world premiere, and we didn't even have film. We had a tape because we had to rush a copy, and they didn't even have a way properly to play it. But we put this like pneumatic tape in there. It was terrible, and we put it in this and hit play, and we sat. And it was the world premiere. And my whole life, everything I'd spent 35 years working towards was hanging by a thread. And just as it got to the end of the film, the projector broke and the tape broke, and I was like, fuck, my life is over. And it started again. I remember it as being like 10 minutes. Everyone else says it was like 10 seconds. But and then the next day I had to do an interview for a website I'd never heard of, and this guy was hanging in the background, and when it was over, this guy comes over and he's like, I'd like to talk to you. I was at the screening last night. Oh, hi. And he basically said, I'm an agent in Hollywood and I would like to represent you. And I was like, yeah, totally, you know. And I just said, yeah, okay, let's do it. And he was like, don't you want to know who I also represent? It's like, whatever. And he was like, Quentin Tarantino, Tim Burton, Wes Craven, John Woo. And I was like, what the fuck? And so we ended up going to Hollywood, and they played Monsters to a cinema just about this size, a bit smaller, and they said, come and introduce it. So I go on stage, hi, my name's Gareth, I did the visual effects myself from my bedroom. And as I'm saying this, I'm like, oh, there's Harvey Weinstein. I keep talking, oh my God, there's Quentin Tarantino. And I'm like, fucking hell. And so then the film ends, and I'm waiting to say hello and say something afterwards, and I was like, I'll tell him about the poster. It's going to be amazing. But the thing is, you know when you're about to do something that's really important, and you know you're going to be one day on stage telling this story, I record in my brain, put my Betamax tape in, and I hit record to like remember this moment. But it was so overwhelming that when he came up, when I play that tape back, all I hear him saying is wah, 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 wah. I don't remember any of the conversation. I have no idea what he said. Probably hated it. But yeah, don't meet your heroes. Et lorsque j'ai fait le film Monsters, eh bien, j'ai voulu faire voir le film dans quelques festivals, et il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de copie 35, donc j'avais une cassette Humatic, c'était une espèce de succès d'année de Betamax, donc pas extraordinaire, mais enfin le mieux qu'on puisse avoir à l'époque. Et puis je me rappelle, donc il y a eu la première mondiale du film. Moi j'avais 35 ans, et c'était vraiment pour moi la culmination de 35 ans de vie. C'était très très important pour moi. Mais en fait c'était une catastrophe, la projection était catastrophique. Déjà donc la qualité n'était pas géniale, et en plus de ça, 10 minutes avant la fin, le projecteur est tombé en panne, donc vous imaginez l'enfer absolu. Mais finalement le projecteur a commencé à refonctionner 10 secondes avant la fin. Bref, c'était vraiment pas terrible, et j'étais vraiment déprimé. Mais le jour d'après, eh bien, il y avait un site internet dont je n'avais jamais entendu parler, nous dit-il, qui voulait faire une interview de moi. Donc j'y suis allé, j'ai fait l'interview, et juste après cette interview, il y a quelqu'un qui est venu me voir, qui m'a dit « Bonjour, j'ai vu votre film hier, je suis agent à Hollywood et j'aimerais bien vous représenter. » Alors lui, il a dit bah oui, bien sûr, au contraire. Et l'agent lui a dit « Mais vous voulez pas savoir qui d'autre je représente ?» Non, vous représentez, c'est bien déjà. Mais il lui a dit quand même qu'il représentait également John Woo, et puis Tim Burton, et puis
Quentin Tarantino. Et là, il s'est dit, ah, quand même. Enfin, en fait, il s'est pas dit ça, il s'est dit, mais quel est le fuck je crois que c'est comme ça. I understand that. Yeah. Quel est le fuck? Et donc, il a pris un billet d'avion, il est parti à Hollywood. Et Hollywood, eh bien, son agent a décidé également de faire une projection. Donc, il est arrivé dans la salle de cinéma, il est monté sur scène avant la projection pour en parler un petit peu. Et puis, il a dit un petit peu ce qu'il a dit tout à l'heure, qu'il a fait les effets spéciaux dans sa chambre, etc., etc. Et au moment où il était en train de parler, en fait, au fur et à mesure qu'il était en train de parler, ses yeux ont commencé à s'habituer à la pénombre de la salle. Il a commencé à reconnaître quelques personnes. Il a vu Harvey Weinstein, qui était... À l'époque, c'était... Bref. Ça a changé depuis. Quentin Tarantino et 2-3 autres personnes, il s'est dit oh, qu'est-ce qui est en train de se passer et là, forcément, le film se passe, et pendant la projection du film, il est en train de se dire bon, alors là, c'est sûr, à la fin de la projection, je vais discuter avec ces gens-là, et ça va être quelque chose qui va être un souvenir incroyable, dont il faut que je me souvienne pour le restant de ma vie. Donc quelque part, il est allé dans son cerveau, il est monté dans son cerveau, il a trouvé l'enregistreur Betamax, il a fait record. Et il s'est dit, il faut absolument que je me souvienne parfaitement de tout ça. Oui, mais le problème, c'est qu'il était tellement excité, heureux, enthousiasmé, etc., que la cassette s'est un peu abîmée manifestement dans son cerveau, et qu'aujourd'hui, lorsqu'il essaye de se souvenir de la conversation qu'il a eue, par exemple, avec Quentin Tarantino, eh bien, il voit Tarantino qui lui parle, il entend voilà. Voilà. Tout est parti dans les méandres de ses souvenirs. On est en 2014 quand vous faites... I feel we should leave it like this. I want to listen to the question. On est en 2014, vous faites Godzilla, donc 20 ans après le film d'Emmerich. On va être gentil avec le film d'Emmerich, on va dire que le vôtre est très différent. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont d'abord vos intentions premières, visiblement revenir à l'original. Il y a ce générique absolument génial d'ailleurs où vous racontez toute l'histoire du premier, vous refaites l'histoire dans ce générique. Quelles sont vos influences et quels sont vos objectifs avec ce reboot du fameux film de Kaiju? Yeah, I mean, the problem is when you make a science fiction film, and I don't know if you want to call Godzilla science fiction or fantasy or a horror or monster movie, but when you make one, you're trying to find the metaphor. Like, what is this really about? Because the idea of a giant monster coming and destroying us is not really a problem we have in the real world. So you're trying to find what is the problem that has meaning in this film. And the really obvious thing is, nuclear threat, from the original 1954 Godzilla, Hiroshima. And just before we started filming, before we even started writing, there was the Fukushima disaster. Essentially, a giant thing came from the ocean into Japan and caused a radioactive catastrophe, which is kind of Godzilla. And so there's all these obvious things you want to do, but we're making a massive American popcorn movie. And so you're trying to get these ideas in and these things in, whilst also not scaring to death the studio, who are already maybe a little bit worried you're going to go do some art house monster movie because of your first film. And so we had a lot of support. I was very, very lucky from Legendary and Thomas Tull, who gave me this opportunity. And we managed, I'm very proud of some of the bits in it, and that so Ken Watanabe, who's also in the last film, the creator, we basically had Department of Defense Corporation. What that means is you have the US military helping you make the movie. So we got to go on real aircraft carriers. We had the US Navy working with us. And we had in the movie this speech by Ken's character talking about the pocket watch, which is a famous Hiroshima relic that stopped at 8:15 when the bomb dropped. And he talks about it and he cries as he's remembering his dad who left in this watch. And we were like, they're never going to let us do this, But it was the whole reason Ken was making the movie, because to have an American film by the US Navy talk about Hiroshima as a regretful thing was like a really important cathartic thing for him, and it was really important, for him going back to Japan, that that's what he did the movie for. And so the whole time I was just scared they were going to cut this out.
And we did have to compress it. It was a long speech, but we had to compress it a bit. But it stayed in the film, and I think it's my proudest thing in that movie is that there is. I think it goes over everyone's head, like it's a little backstory moment for a character. But for us, it meant like a lot, and I don't know how much that ever gets noticed. You know, everyone's just busy watching a giant monster destroy things. But that was the meat on the bone for that one, I think. En fait, le problème lorsque j'ai... Comment ? En fait, c'est pas... J'ai un vrai type de langage. Le problème avec Godzilla, que j'ai eu en tout cas avec Godzilla, lorsque j'ai commencé à réfléchir à cette réappropriation d'un mythe aussi célèbre que Godzilla, c'était tout d'abord trouver quel était le moteur du film. Est-ce que c'est un film de science-fiction ? Est-ce que c'est un film d'horreur ? Parce que finalement, les histoires, on va dire le problème d'un monstre qui vient comme ça, radioactif, et qui casse tout dans une ville, c'est pas vraiment un problème qu'on a dans la vraie vie. Donc, il a fallu que je trouve, nous dit-il, une métaphore, la métaphore du film. Le film parle vraiment de quoi ? Et si jamais on revient à la source du personnage et de l'histoire de Godzilla, on se rend compte que le film part de la menace nucléaire, parle donc évidemment, le film est né des cendres de Hiroshima, du traumatisme qu'a été Hiroshima, et en plus de ça, le film a été fait, on a commencé à tourner le film exactement au moment où il y a eu la catastrophe de Fukushima. Fukushima, quelque part, eh bien c'est ça, c'est une menace incroyable qui vient de l'eau, qui sort de l'eau, et puis qui détruit tout, exactement comme Godzilla lui-même, quelque part. Donc la réalité a rejoint la fiction d'une manière épouvantable. Mais il nous dit que c'était pas évident de faire un film qui parle de ça, qui explique tous ces thèmes, toutes ces choses, mais en même temps, c'est un film qui est également un immense film popcorn américain, dans le sens le plus entertainment du terme, un vrai film de studio, et il ne fallait pas effrayer le studio avec ses thématiques de menaces nucléaires, etc. etc. Et on a eu beaucoup de chance, le dit-il, parce qu'on a reçu un soutien indéfectible de la part des studios Legendary. Et puis, il nous dit également, il y a eu aussi quelque chose qui était tout à fait important pour moi, c'était d'avoir ce comédien américano-japonais, Ken Watanabe, qui joue d'ailleurs aussi dans le film The Creator, pour ceux qui l'ont vu et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Donc on avait cet acteur avec nous dans le film qui n'était pas retourné au Japon, et il voulait également avoir cette opportunité de faire le film pour retourner au Japon. Pour lui, c'était important. Mais il faut savoir que le film a reçu le soutien de l'armée américaine. L'armée américaine a notamment apporté un grand soutien logistique, lui a donné le droit de faire beaucoup de scènes, de tourner beaucoup de scènes sur les appareils de l'armée eux-mêmes. Et Ken Watanabe, dans le film, il fait un discours qui lui tenait vraiment beaucoup à cœur lorsqu'il parle de la montre que son père lui a léguée, la montre qui s'est arrêtée au moment précis du largage de la bombe sur Hiroshima, et la montre qui est donc une relique très importante et qui a beaucoup de sens par rapport à la guerre, et il se met à pleurer, et il fait tout un discours qui, encore une fois, lui tenait vraiment à cœur. Mais c'était compliqué pour lui, parce que le film, encore une fois, a été financé et aidé par l'armée américaine, et c'était compliqué d'avoir un film avec un discours qui expliquait le regret de l'armée d'avoir fait ça. C'était pas évident à gérer, et il a eu peur que l'armée lui mette un petit coup de pression pour couper cette séquence donc du discours très, très, très émotionnel de Ken Watanabe, mais ça n'a pas été le cas. Bon, il nous dit, on est obligé de le raccourcir un petit peu, mais voilà, le discours est encore dans le film, et pour lui, c'est vraiment une des choses dont il est le plus fier. Vous avez fait Monsters, qui était un film, on va dire un film d'auteur de science-fiction, avec des visions très personnelles. Et puis, tout à coup, vous faites Godzilla 2, une énorme franchise japonaise, et puis vous enchaînez sur Rogue One, une énorme franchise mondiale. Ma question est, à quel moment vous décidez... Est-ce que vous décidez finalement d'être un pur faiseur, c'est-à-dire de vous plier, de vous plier aux contraintes qui seront liées à ces franchises, ou est-ce que l'idée c'est aussi de les subvertir et en espérant pouvoir en faire des films de Gareth Edwards? Yeah, it's like, I don't know, choose your sport, say soccer, right? You go, as a kid, you kick a ball around, and your absolute dream is to play in the World Cup final, right? Score the winning goal if you can. And
And I got to I started in the league and whatever, and then someone called me and said, do you want to be in the World Cup final? And you go, well, if I say no, it's going to take me another 10 years to get there. I could just teleport there right now, but I could be screwed because, I'm just going to be dropped in the middle of this craziness. And so the temptation is too great. And also you're probably a little bit naive and maybe arrogant, overconfident, whatever all those words are, and think you're going to be the one that's going to be okay. And I think I got away with it, but I do sometimes wonder about a parallel universe where a version of yourself went a different path, and Monsters was £500,000, and then your next film is say 5 million, and then the next one is say 10 million, and the next one is, and you build your way up like that. If now I was sat at a film festival with that filmmaker, I'm not sure necessarily they would be in a better position. It probably would be the same. So, I'm very grateful. I mean, ultimately I got to do Star Wars, which was the whole reason I ever wanted to make films. And so it's very hard to wish that away. If you know what I mean? Imaginons que vous soyez fan de football. Quand vous êtes enfant, vous avez un ballon, vous tapez dedans, et puis vous avez des rêves. Vous rêvez que vous êtes en train de participer à la Coupe du Monde, vous rêvez que vous êtes en train de marquer le but qui va vous faire gagner, c'est ça le rêve, si on est vraiment dans le football. Et puis un jour, si quelqu'un vient vous voir et vous dit est-ce que ça te dirait de jouer lors de la prochaine Coupe du Monde de foot ? Eh bien vous vous dites là c'est pas évident, parce que soit vous dites ouais vous allez le faire, mais peut-être que vous allez vous faire bouffer par le système et qu'au final vous l'aurez dans l'os, ou alors vous vous dites non, je préfère le faire à la régulière, mais vous savez que ça va vous prendre 10 ans. Donc quelque part, peut-être que vous préférez quand même prendre le raccourci et arriver là plus vite, même si vous devez faire quelques concessions. C'est vraiment ce qui s'est passé avec moi, nous dit-il, lorsqu'on m'a proposé des choses aussi incroyables. Il fallait vraiment que je réfléchisse, parce que la tentation est énorme. On a envie de dire oui, et quelque part on se dit oui parce qu'on se dit, parce qu'on est peut-être un petit peu naïf, on est peut-être un petit peu arrogant, et peut-être qu'on se dit avec moi ça va être différent, moi ça va pas être pareil, je vais faire mon film, je vais imposer ma vision. C'est ça qu'on se dit. Alors, est-ce qu'on réussit ou pas ? Est-ce qu'il a réussi ou pas ? Il ne sait pas. Mais c'est ça qu'il s'est dit. Et il pense quand même qu'il a réussi à faire de ses films, d'une manière ou d'une autre, ses films. Et puis aussi, il garde en tête un peu comme s'il y avait un univers parallèle dans lequel Monsters, par exemple, a fait 500 000 entrées, et puis le film suivant en a fait 5 millions, le film suivant en a fait 10 millions. Il se dit peut-être que je suis l'égal, finalement, maintenant, de tous ces réalisateurs que j'ai pu admirer. Mais il est reconnaissant. Il est notamment reconnaissant parce que vous parliez tout à l'heure donc, de Rogue One, de la Guerre des Étoiles, et c'est ce qu'il nous rappelle. La Guerre des Étoiles, Star Wars, c'est la raison, c'est le point de départ en fait de toute sa vie, et aujourd'hui c'est ça qui lui a donné envie d'être réalisateur. Donc évidemment quand c'est ça le point de départ, le rêve de toute sa vie, et qu'un jour quelqu'un vous appelle et vous dit ça te dirait de réaliser le prochain Star Wars, comment on peut dire non ? C'est pas possible. Et c'est pour toutes ces raisons qu'il a finalement été dans cette direction. Est-ce que vous vous souvenez du moment où justement l'organisateur de la Coupe du Monde, appelons-le George Lucas, vous a passé un coup de fil ? After the film was finished? Non, avant, pour vous proposer, c'est peut-être pas lui d'ailleurs qui vous a proposé, c'est Kathleen Kennedy. Comment est-ce que vous êtes arrivé sur le projet de Rogue? Yeah, so no, it wasn't George, because George had left, so he had sort of retired. I was finishing Godzilla, and I got, well, basically early in Godzilla, we heard, just like everybody, you read on the internet, J.J. Abrams is doing a new Star Wars film. Oh, okay, cool. And then you think they're talking to loads and loads of filmmakers, and I got an email saying, would you like to come into Lucasfilm, have a chat? And I got it months after, that they announced. So I thought, they probably talked to like 200 people now. I'm 201, which is not bad, right? I'll take that. And so I couldn't go because we were doing Godzilla. I just couldn't. I had no free time, which felt horrible. That Lucasfilm is calling you. So I didn't go. And then about 6 months later, I got another contacted again. Could you come in now? Yeah, great. And I couldn't tell anybody
on Godzilla because, you know, there was a planned Godzilla 2 and 3 and 4 or whatever. And so I couldn't say to anyone that I was going to go and meet about Star Wars, and so I had to lie. And so I pretended I was like ill and I needed the toilet. Because we were mid-editing, I was like, I'm not feeling too well, I gotta go. And I left the edit suite and ran down the road, because Disney is right next to Warner Brothers. Ran down the road and went for this meeting about Star Wars that lasted an hour, and then came back. And I think they thought, oh my God, do you need a tablet or something? And then I got sent through an email the next day that was like these 2 ideas for movies, Star Wars films. And I was like, oh my God, like this is cool, it's never going to happen again. So I actually didn't read them straight away. I knew I wasn't going to have time to properly digest them, so I waited till the weekend when I could turn my phone off and everything. And I read the first one and I was like, this is really cool, it'll make a great film. I'm not the guy to do this. Like, I won't do the best version of this, I shouldn't do it. And I was like, shit. And I read the next one and it was John Knoll's basic idea for Rogue One. And as I was reading it, I was like, what is this? Where is this? What is this? And it was just 2 pages, I think. And it was like, what the hell? And then it got to the end and Princess Leia. And I thought, what? They're doing a prequel to A New Hope? You know, like, they can't do that. Like, that's sacrilegious. You can't make that film. Like, that's wrong. Like, they shouldn't do this. What are they thinking? Like, this is going to be a terrible idea. And then I was like, wait a minute, they're offering it to me. Actually, it's a really good idea. Maybe I should do this. And I really thought that I was one of 200 people that were being talked to about it. And about the second or third meeting with Kathy Kennedy, I just thought, I've got to ask. And I said, how many of the filmmakers are you talking to about this? And they're like, oh, just you. I was like, are you crazy? and then, that's kind of, it went from there. Bon, je vais essayer de la faire courte. Bon courage. Alors non, c'est pas George Lucas qui m'a appelé, parce que en fait à cette époque-là, George Lucas avait déjà quitté le navire, il était déjà parti en retraite, donc ça s'est pas passé comme ça. En fait, c'était à l'époque où j'étais en train de terminer la préparation de Godzilla, et J.J. Abrams annonce qu'il va faire un nouveau Star Wars. C'est super, c'est très bien, bonne nouvelle. Et puis moi je reçois un email, et l'email c'est Lucasfilm qui demande est-ce que ça vous dirait de venir discuter avec nous, comme ça, voilà, discuter. Mais lui, le problème, c'est qu'à ce moment-là, il ne pouvait pas y aller parce qu'il était en pleine préparation du tournage de Godzilla. Il n'avait pas du tout de temps. Et il nous dit, c'était horrible pour moi, mais il était obligé de dire, non, je ne peux pas. Donc voilà, c'était fini. Et donc il fait le film, etc. Et puis en fait, il est en train de faire le film. Il nous parle, il y a un saut dans le temps, on est 6 mois plus tard, il est vraiment en plein en train de faire le film dans le studio. Et il reçoit encore un email, encore Lucasfilm qui dit, vraiment maintenant, vous pouvez venir pour discuter avec nous ? Et là, il se dit, bon, là, il faut vraiment que j'y aille. Mais le problème, c'est qu'il ne pouvait en parler à personne autour de lui dans le studio, parce qu'il y avait déjà des plans pour faire Godzilla 2, Godzilla 3, Godzilla 4, et tout était sur ses épaules, il ne pouvait pas en parler à quiconque. Donc il a menti. Il a dit qu'il était malade, qu'il avait besoin d'aller aux toilettes tout le temps. Et en fait, à cette époque-là, il était dans les studios de la Warner, et les studios de Disney étaient vraiment de l'autre côté de la route. Donc à un moment donné, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, il a dit « Oh, j'ai mal au ventre, je reviens dans quelques minutes », il est parti. Il a traversé la route et il a discuté donc de la guerre des étoiles. Et en fait, il est resté à discuter tellement longtemps que tous ses collègues ont cru qu'il était malade et ils ont proposé des médicaments. Mais ça s'est très bien passé. Il est rentré et puis il a reçu 2 idées potentielles pour un film de la guerre des étoiles par email. Et il s'est dit, bon, il faut vraiment que je prenne le temps de lire ça correctement. Donc il n'a pas lu tout de suite, il a attendu le week-end suivant. Et le week-end suivant, il a lu les 2 idées. Lorsqu'il a lu la première idée, il s'est dit, bon, c'est une super idée, c'est super bien, ça pourrait faire un très bon film, mais c'est pas pour moi, c'est pas le genre de film que moi je pourrais faire. Ensuite, il a attendu un tout petit peu, il a lu le deuxième. Et le deuxième, c'était vraiment 2 pages, c'était un synopsis. Et il a lu le deuxième, il commençait à lire, ah, intéressant, ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il comprenait pas où est-ce que le truc allait, qu'est-ce qui allait se passer. Et au moment où il tourne la dernière page, il voit l'arrivée tout à coup de la princesse Leia, et il comprend à ce moment-là qu'en fait toute l'histoire qu'il vient de lire, c'était un préquel, c'était un film qui se passait avant A New Hope. Et là, il se dit, mais comment ose-t-il faire une chose pareille ? C'est un sacrilège, c'est mal, faut pas du tout faire une chose pareille.
Et puis là, tout à coup, il s'est dit, mais attendez, mais en fait, ils sont en train de me proposer à moi de faire ce film-là. Et là, il s'est dit, ah, c'est une super idée, il y a moyen de faire un truc absolument formidable. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Mais il avait toujours en tête le fait de se dire, il était persuadé qu'on avait déjà proposé ce truc à 200 réalisateurs qui avaient dit non, et que lui c'était le 201e, ce qui était déjà très bien en soi. Mais ça le titillait. Et la deuxième fois qu'il a rencontré la productrice Kathleen Kennedy, il n'a pas pu se retenir. Il lui a demandé, est-ce que vous pouvez me dire à combien de réalisateurs vous avez proposé ce film-là? Et elle a dit, en fait depuis le début, juste à vous tout seul, vous êtes le seul à qui on a proposé. Et il en est parvenu, il s'est dit qu'ils sont vraiment complètement à la masse. I'm taking David everywhere I go for now. Every story I tell. Very expensive. How expensive? Je vais laisser quelques minutes pour les questions du public, mais j'ai deux questions avant de laisser la parole aux spectateurs. D'abord, est-ce que, en faisant Star Wars, vous aviez plus peur de la réaction des fans, de George Lucas ou de Kathleen Kennedy? Qui vous avez plus peur? The thing I was most afraid of, I feel if there was an Olympic event, prove you are the biggest Star Wars fan in the world, I feel I could maybe win gold. Like, when I was 30, for my 30th birthday, I went to Tunisia, I stayed the night in Luke Skywalker's house, I drank blue milk, and I went and watched the sunset by the igloo in the middle of the salt flats there. I'm a massive, massive Star Wars fan. I put so much pressure on myself, like it didn't, as many fans in the world that would hate me for the rest of their life, it was like I would hate myself if we screwed this up. Like I wouldn't be able to live with myself. And so that was the biggest pressure, my own feeling about this. And also spending the rest of your life going to things like this and people shouting, "You ruined my childhood!" Yeah, that's curious. Je pense que la chose en fait qui me faisait le plus peur, qui mettait le plus de pression sur mes épaules, c'était, il vous le dit là maintenant, qu'à son sens, à lui, il pense vraiment que le plus grand fan de la Guerre des Étoiles, de Star Wars, dans le monde entier, le plus grand fan au monde, c'est lui. Et il allait sans doute, s'il y avait un concours, il remporterait sans doute la médaille d'or. Et donc forcément, faut savoir par exemple que quand il avait 13 ans, il est parti en Tunisie, il a passé une nuit, il a dormi dans la maison de l'oncle de Luke, il a bu du lait bleu, il a regardé le ciel comme ça, c'est vraiment un grand malade. Et donc il s'était mis une pression de dingue sur les épaules, parce qu'il se dit, si jamais je rate mon coup, si jamais je fais un film qui n'est pas à la hauteur, je vais m'en vouloir à moi-même, je ne pourrai pas me regarder dans le miroir pour le restant de mes jours. Et ça, pour lui, ça a été la pression numéro 1. C'était de ça qu'il avait vraiment peur. Il se détesterait si jamais il avait fait un résultat, un truc qui ne soit pas à la hauteur de l'armée de fans du monde entier. Et puis, ça aurait été également difficile de se retrouver, par exemple, aujourd'hui, devant vous, à discuter de sa carrière, et qu'à un moment donné, il y en ait un dans le coin, là-bas, dans le fond, qui dise « Hey, merci pour ton film pourri sur la Guerre des Étoiles ». Il voulait vraiment pas vivre ça. Donc la pression était réelle, et c'était de lui-même qu'il avait le plus peur. That said, when we were doing publicity for Rogue One, in the middle of these interviews that we did like 100 interviews in a day, someone just stopped and went, "Gareth." I was like, "What?" And they go, "George Lucas is on the phone, he's just watched Rogue One." I was like, "What?" And they go, "He wants to talk to you." And I was like, "Oh, fuck." And we just walk, and as we're walking, I'm doing that thing again like I did with Tarantino where I'm getting my Betamax. It's the same Betamax tape, and I'm putting it in going, everyone's going to ask me at these festivals and at interviews, what did George Lucas say? And I hit record, hello. And I remember it was very positive, he was very kind. But when I play that tape back, all I hear, I'm sorry, is damn Betamax. Do not use Betamax.
Bon, vous savez déjà à peu près ce que je veux dire en intrade. Lorsqu'il était en train de faire la tournée promotionnelle de Rogue One, il est donc passé d'une interview à une autre interview et encore et encore. Et à un moment donné, il y a quelqu'un de l'équipe qui est venu lui taper sur l'épaule qui lui a dit Gareth, il y a quelqu'un au téléphone, là, c'est George Lucas. Il vient de voir Rogue One et il voudrait vous parler un peu. Alors là, évidemment, imaginez dans sa tête, explosion. Il s'est dit, oh là là, là c'est pareil, il est vite remonté dans son cerveau sur la petite échelle, il a retrouvé le lecteur, enfin l'enregistreur Betamax, il a mis une cassette, il a mis à enregistrer, vraiment se rappeler de ça, et il se souvient que George Lucas était très gentil, qu'il a eu beaucoup de mots réconfortants, très positifs, et que c'était formidable. Et donc il s'est dit, j'ai bien fait d'avoir appuyé sur le bouton enregistrer, parce que trop bien, il y a plein de gens qui vont poser la question en interview. Ben oui, mais non, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il appuie sur la cassette Betamax de son cerveau, il entend de nouveau. Donc vraiment, Betamax, c'est de la merde. Est-ce que The Creator, pour finir, était une réponse aux frustrations que vous aviez pu avoir sur Star Wars ou sur Godzilla 2, enfin sur Godzilla, pardon, c'est-à-dire cette idée de vous réapproprier et d'être seul à bord, en fait, voilà, d'être le seul maître à bord de votre film. Yeah, I think what happens is when you make a very low budget film, there are lots of advantages to having no money and lots of limitations. Surprisingly, it's a very creative situation. And if I was to write, here's all the pros and all the cons of having just a few £1,000s, when you get hundreds of millions of dollars and you get to make that film, you basically take those two columns and flip them. And everything that was easy on this becomes hard, and everything that was hard becomes easy. And I've always felt the entire time that there must be a middle ground, like a holy grail of filmmaking, where you can have pros of both. And I wouldn't say we did it, but we got a lot closer than I thought we would, in that we were given basically, this simple way to explain this to the studio, and it's not what happened really, because of the pandemic and other things, but was we're going to go make a guerrilla film and then spend tens of millions of dollars doing all the visual effects afterwards. So we'd have all the freedom of an independent film, change everything to become science fiction. And so I feel like as a process, it was successful in that sense, and I'm just excited about pushing it even further on the next one if I get to make another film. Lorsqu'on fait un film avec un petit budget, pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de financement, il y a beaucoup d'avantages, mais il y a évidemment beaucoup d'inconvénients. Mais si jamais aujourd'hui, nous dit-il, je devais faire deux colonnes, une colonne avec les avantages et une colonne avec les inconvénients de faire un film avec un petit budget, c'est-à-dire quelques milliers de livres sterling, par rapport à faire un film avec des millions et des millions de budget, eh bien, on se rendrait compte que les deux colonnes, finalement, elles s'inversent. C'est-à-dire que tout ce qui est un avantage dans un des cas devient un inconvénient et vice-versa. C'est vraiment le négatif l'un de l'autre. Parce que les inconvénients, enfin les contraintes que l'on peut avoir lorsqu'on fait un film avec un petit budget, ces contraintes-là peuvent devenir d'énormes avantages lorsqu'on est créatif, et ce qui est difficile devient facile, etc., etc. Mais il nous dit qu'il a toujours été persuadé qu'il existait un moyen, pile entre ces deux cas de figure, pour pouvoir faire le film, ce qu'il appelle le film parfait, en tout cas la configuration parfaite pour pouvoir faire le film de ses rêves. Et il pense qu'il n'est peut-être pas réussi à trouver ce juste milieu avec le créateur, mais qu'il s'en est approché au maximum. Il nous dit que l'idée qu'il avait eue au départ, et qu'il pense qu'il a réussi à faire, c'est qu'il voulait faire un film vraiment sur le mode guérilla, c'est-à-dire un film avec pas beaucoup d'acteurs, pas beaucoup de décors, il filmait tout ça, les interactions entre les personnages, dans les véhicules, etc., sur la plage, pour ceux qui ont vu le film, et pour très peu d'argent, ce qui lui donnait une énorme liberté, et qu'une fois qu'il avait mis toutes ces séquences-là en boîte, alors seulement à ce moment-là, trouver les financements, trouver l'argent, pour pouvoir, avec une équipe réduite, ajouter tous les effets spéciaux qui font que le film, au final, on a la sensation que c'est un film qui a été, depuis le début, un film qui a coûté des millions et des millions de dollars parce qu'il est plastiquement
parfait. Et c'est, voilà, encore une fois, c'est ce qu'il a essayé et sans doute réussi de faire avec le créateur. To give you an idea, the guy that followed me in with the camera, he had that camera that was I think it was an FX3 and an RS2 gimbal. That was exactly the camera and equipment we had that we made the whole movie with. When I was sat there, we were pretending that I wasn't in the audience. It was exactly the equipment we used. It was very, very low budget in that sense. Le film, pour vous donner une idée, c'est un film qui a été fait avec le genre de matériel que vous avez pu voir par exemple quand vous voyez une équipe qui suit quelqu'un comme ça, même dans un festival. C'est un FX3 et un gimbal. Alors gimbal par contre en français, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. RS2. Il y a de RS2, mais c'est le système qui permet de bouger beaucoup. C'est un peu comme un Steadicam en plus petit, voilà. Mais voilà, c'est vraiment un tout petit matériel de rien du tout. Et toute la majeure partie du film, avant de passer à l'étape des effets spéciaux, a été filmée exactement de cette manière-là, avec exactement ce matériel-là. Donc, pour vous dire à quel point c'était vraiment fait en mode guérilla. He's not here now because he's outside making a movie. La personne qui me suit avec ce matériel précis n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est en train de faire un film avec. Ça va être très frustrant et très cruel, mais on va prendre 2 ou 3 questions maximum. Donc s'il y a des questions, monsieur au milieu là était le premier, bravo. Hello Gareth. One or two Christian. Bon, ça sera en français, mais. Yeah. Est-ce que vous avez déjà eu des bras de fer avec les studios? Si oui, lesquels? Et deuxième question, ça fait quoi d'être un des meilleurs Star Wars? Question number 1. I didn't fight. Like, you have polite disagreements. If you really fight, you're gone. So you can't fight like that. Question number 2. I'm afraid you're mistaken. I didn't direct Empire Strikes Back. I just look like Irvin Kershner, you know. Thank you. Alors, je pense que tout le monde a compris, mais je vais quand même traduire. Alors, pour commencer avec les bras de fer avec les studios, il n'y en a pas eu vraiment. Il y a eu de temps en temps on n'a pas été absolument d'accord, mais c'était très poli, très courtois, parce que c'est ce qu'il nous dit lorsqu'il y a un vrai bras de fer, qu'on est vraiment en désaccord avec un gros studio, généralement ça se passe mal et c'est assez rare qu'on gagne, donc c'est pas une bonne idée. Donc voilà, ils ont toujours essayé de trouver le compromis. Et par rapport à la deuxième question, je pense que vous faites erreur parce que, nous dit-il, je n'ai pas réalisé l'Empire contre-attaque. Donc voilà, on parle manifestement pas du même film. Il y a des questions au fond. I think when I was doing visual effects for a living, like the cheapest thing in the world is to make something big. You just drag the scale value and make it like 1,000, not 100, and then the producers would go, "Oh my God, this looks like $1 million," and I would do it every time, make everything really big. So I guess probably a bit of that. And would you prefer it small? Apparently size does not matter. Mais il nous dit que lorsqu'il était en train de faire des effets spéciaux, c'était son métier de faire des effets spéciaux, il s'est rendu compte que finalement ça coûtait pas plus cher du tout, au contraire, de filmer des choses, de faire des choses en tout petit, tout ce qui est autour de lui, et puis avec donc les effets spéciaux, de les faire apparaître énormes, très très chers, et comme ça on les faisait voir à des producteurs qui disaient « Oh, mais comment vous avez fait ça? Ça a dû vous coûter des millions de dollars !» Pas du tout. Et donc quelque part c'était très pratique, et c'était une habitude qu'il a pris, mais peut-être que vous n'aimez pas ce qui est gros. Vous savez que comme il nous le répète, hein, la taille n'a aucune incidence. According to my girlfriend. Selon sa petite amie. Tout au fond. Je pose la question à poser. Si aujourd'hui Disney vous appelle pour faire un nouveau film Star Wars, est-ce que
Are they on the phone now? I just have to, give me 5 minutes, I have to. It's such an amazing universe. You know, never say never, but I won the lottery. Like, I won the lottery, and the last thing you're supposed to do when you win the lottery is spend all your winnings on more lottery tickets. You're supposed to walk away and let someone else have a go, so that's what I'm trying to do. J'ai l'impression que, nous dit-il, lorsqu'on gagne un gros lot au loto, la chose la plus inconséquente à faire, c'est de retourner au bureau de tabac et de dépenser tous ses gains en achetant des nouveaux billets de loto. Je crois que c'est pas une très très bonne technique, donc voilà, ça sera sa réponse. On raconte qu'il y a une planète à votre nom maintenant dans l'univers de Star Wars. Oh yeah, I don't know if this is going to translate, but basically, Gary Whitta, who was writing the first draft, you know, you dream as a kid of like, imagine you one day got to name a robot in Star Wars or a spaceship or something. And he was having to make up loads of names, every character, and it got like exhausting. And eventually he's like, Gareth, you got to help me name some stuff. And I was like, oh yeah, brilliant. And he goes, you got to name the planet at the end of the movie. The big, where the whole third act is, you can come up with a name for that. And I knew this was a big moment, and I was like, okay, give me 5 minutes, I need to think about this. And so I was like, I'm going to go get a Starbucks. And so I go outside, and I go and queue up for Starbucks, and say my name, and then I get to the end. And I must have said to them, when they said, what's your name? I must have said, it's Gareth, because they wrote Scarif on the cup. And I just went back into Gary, and I went, it's called Scarif. Brilliant. Gary Whitta, right? Yeah. Gary Whitta travaillait sur le film et un de ses rêves, c'était de nommer des accessoires, des personnages, des choses qu'on voit dans le film, de nommer des robots, de nommer des vaisseaux spatiaux. Et ils ont fait comme ça un brainstorming. Ils sont assis, il faut qu'on donne des noms qui sont cohérents par rapport aux noms qu'on connaît déjà de l'univers Star Wars. Il fallait qu'on donne des noms pour plein de choses dans le film, et ils ont passé des heures et des heures à trouver des noms, et c'était vraiment fatigant, quoi. Et à un moment donné, Gary lui a dit, bon écoute, tout le monde a donné ses petites idées, des noms, etc., mais toi t'as rien nommé dans le film, donc écoute, il y a une planète à la fin du film, la planète finale, elle n'a pas de nom, donc il faudrait que tu donnes un nom. Vas-y, comment tu veux qu'on l'appelle? Mais lui, il n'avait pas d'idée préconçue, puis surtout, il était vraiment fatigué. Il s'est dit, tu sais quoi, il me faut un café. Donc il est parti au Starbucks, qui était juste en face. Et comme vous le savez probablement, si vous êtes déjà allé dans un Starbucks, donc vous le savez probablement, on demande toujours votre nom pour écrire sur le gobelet. Et lui, il a dit, c'est Gareth. Et donc en anglais, c'est It's Gareth. Mais il devait être un petit peu fatigué, il n'a peut-être pas prononcé comme il faut. Enfin, en tout cas, on sait que les serveurs de Starbucks ne sont pas très doués pour ça. Et donc, eh bien, le It's Gareth est devenu il a entendu It's Gareth. Il a juste zappé le I du début. Et donc, il a vu ça, il est rentré, il a dit, ben voilà, la planète s'appelle It's Gareth. Et c'est la raison pour laquelle elle s'appelle comme ça dans le film. We tried to name other characters in the movie by going back to Star Wars, Starbucks, and they would say, oh yeah, what's your name? And I go, it's... They go, excuse me? And I go, you heard it, write it down. Ils ont essayé de trouver d'autres noms en retournant encore et encore au Starbucks, et quand on demandait le nom, ils disaient oui, le nom c'est pour... pardon, vous avez très bien entendu, écrivez le nom. Et puis après, ils ont essayé de dire. Gareth Edwards, merci beaucoup. Ça aurait pu continuer des heures et des heures. Je ne vous ai même pas posé une seule question sur Donnie Yen. Et ça, c'est franchement la honte. Mais merci pour tout ce temps. Et puis, bon courage pour les Oscars, parce que vous avez quand même des nominations pour The Creator. Donc, bon courage. Et puis, à très vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup.